Lucet, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait besoin de vos avis, vos lumières concernant le journalisme, la protection des journalismes, d'investigation. Je vais essayer. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Sur la protection des journalistes d'investigation, la meilleure des protections déjà c'est la discrétion. En général, quand on fait une investigation, en l'occurrence dans l'équipe de Cash, on est extrêmement discret, on en parle très très peu à l'extérieur, donc on n'est pas parano, mais il y a des conversations qu'on a en face à face, sans téléphone portable dans un bureau. On a parfois des ordi cryptés, parfois pas encore assez. Mais on est aussi très discret par rapport tout simplement à la profession et aux personnes qu'on va aller interviewer, qui sont les personnes sensibles dans un dossier. C'est-à-dire que on va prendre le dossier comme des cercles concentriques. On va commencer vraiment l'enquête par les cercles extérieurs de l'enquête. Et plus ça va aller, plus on va se rapprocher du cœur nucléaire de l'enquête. Mais les personnes qui sont au cœur nucléaire de l'enquête ne vont l'apprendre que très tard. C'est-à-dire qu'en général, on ne les tient au courant du fait qu'on a enquêté sur eux que dans les toutes dernières semaines, ce qui nous permet de travailler tranquillement pendant des mois sans qu'ils ne soient au courant, la plupart du temps, en tout cas je l'espère, mais ça a l'air de marcher, et de n'arriver au centre nucléaire, c'est-à-dire aux 2 ou 3 personnes à interviewer qui sont mises en cause dans ce dossier, qu'au tout dernier moment, et ça leur donne peu de connaissances sur notre niveau à nous de connaissance du dossier. Ils sont en général pas très optimistes sur le savoir journalistique. Ils pensent que les journalistes ne savent pas grand-chose de ce qu'ils racontent. Ils sont souvent surpris de notre niveau de connaissance. Et quand on arrive à faire ces interviews-là avec un tel niveau de connaissance et souvent des documents confidentiels qu'on a réussi à récupérer tout au long de nos mois d'enquête, évidemment, l'interview prend une toute autre tournure. Au départ, ils ne savaient même pas que moi, la journaliste du 13h, je faisais ce genre d'enquête, donc c'était encore plus pratique. Maintenant, malheureusement, en général, quand ils me voient arriver, ils savent un peu ce qui les attend. D'accord. Dites-moi, le consortium de journalistes qui a sorti les Panama Papers s'apprête à ressortir les Panama Papers 2 le 9. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Aujourd'hui, nous sommes le 4 mai. Très franchement, nous, on est membre de l'ICIJ, c'est-à-dire que Cash Investigation en fait partie. Pas par hasard, dans la mesure où l'ICIJ recrute des journalistes d'investigation dans le monde entier en fonction à la fois de leur coopération à l'ICIJ, ce qui a été notre cas, puisque par le passé, on a travaillé notamment sur le LuxLeaks. On a été au démarrage de LuxLeaks et donc ils se sont inspirés de tout le travail qu'on avait pu faire sur le LuxLeaks pour ensuite continuer l'enquête. Mais donc tous les journalistes d'investigation des Panama Papers ont été recrutés comme ça. Nous, on a travaillé dessus pendant des mois avec eux. L'ICIJ est extrêmement sélective sur les journalistes recrutés, sauf parfois dans des pays où c'est extrêmement compliqué de faire du journalisme d'investigation. Donc nous, on s'est retrouvés dans ce consortium qui est à la tête de l'ICIJ. Alors c'est un consortium qui a été monté à Washington. Franchement, j'ai oublié le nom du directeur, mais c'est pas tellement important de savoir qui en est le directeur. Ce qui est le plus important, c'est que c'est la première fois que le journalisme d'investigation travaille de manière coordonnée. Souvent, l'investigation, c'est quelque chose d'individuel et même d'individualiste. C'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent dans le plus grand secret, tout seuls. Déjà, Cash est un peu une exception, c'est-à-dire que le fait que 20 journalistes d'investigation travaillent ensemble, Mediapart en est une autre exception. Mais le plus important de l'ICIJ, c'est ce côté, le collectif de journalistes d'investigation qui se met en place dans le monde. Et je crois que ça effraie beaucoup de gens parce que tout à coup, on a acquis, grâce à ça, une force de frappe très importante, impressionnante, mais avec des codes extrêmement stricts. C'est que chacun d'entre nous doit respecter les codes de l'ICIJ. Sur l'enquête des Panama Papers, on a tous travaillé pendant des mois, certains plus tardivement que d'autres, mais on a tous travaillé pendant des mois. On avait l'obligation de n'interviewer justement le cœur nucléaire que 3 semaines avant la sortie mondiale. On avait tous la même heure et le même jour de sortie mondiale. On avait tous des fichiers cryptés, chacun avait un code. Chiffré. Chacun avait un code et donc même à l'intérieur de Cash Investigation, pour vous donner un ordre d'idée, seules 2 personnes avaient accès réellement aux fichiers. Depuis un terminal sécurisé ? Oui. Sécurisé comment ? Franchement, moi je ne le sais pas.
Donc c'est peut-être d'ailleurs rassurant que je ne le sache pas. Ce que je peux vous dire, c'est que pour rentrer dans l'ICIJ, en revanche, la sécurisation des terminaux doit être optimum. Et c'est une requête très claire de l'ICIJ. On ne peut pas être amateur de ce genre de choses quand on a 360 journalistes dans le monde, 110 médias qui travaillent sur le même énorme dossier. On ne peut pas se permettre d'être d'amateurisme. C'est juste impossible. D'abord. Donc le 9 mai, on va avoir Panama Papers 2. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Moi, pas grand-chose. Nous, Cache Investigation, on n'ira pas sur le Panama Papers 2. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé sur le Panama Papers 1, on y a travaillé très longtemps. Et comme chacune de nos émissions fait l'objet d'un an d'enquête, on n'a pas pu travailler sur le 2. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'informations. Ça, il y a tellement de documents à traiter que je pense qu'on entendra parler des Panama Papers pendant assez longtemps. Nous, on considère que sur la France, en ce qui nous concerne à Cache Investigation, avec une nécessité d'un an d'enquête, on a fait ce qu'on avait à faire. Mais ce que je pense est vraiment intéressant dans l'ICIJ, c'est le relais que chacun peut prendre et la manière dont, à chaque fois, on sait que chaque document va être exploité, chaque document intéressant va être exploité à partir du moment où il est entre les mains de cette communauté de journalistes, il sera exploité jusqu'au bout. Vous avez un de vos collègues qui est mis en examen pour les LuxLeaks. Édouard Perrin. Comment ça se passe en ce moment ? Comment il va ? Mieux, il va beaucoup mieux parce que en fait il est traduit en justice avec 2 lanceurs d'alerte et l'un d'entre eux jusqu'alors était dans une position extrêmement compliquée. PricewaterhouseCoopers, qui est le cabinet d'expertise et d'optimisation fiscale pour lequel il travaillait, a tout fait pour l'intimider, le mot est extrêmement faible, et lui a fait signer une sorte de convention qu'il avait gardée secrète. C'est-à-dire qu'à un moment où il se trouvait à l'hôpital, on l'a appelé en lui disant qu'il y avait eu un cambriolage chez lui, il est entré, et là il s'est retrouvé face à la fois à des gendarmes et des gens de PricewaterhouseCoopers chez lui, dans sa maison, avec sa femme, et qu'on lui a dit très clairement que s'il continuait à faire il avait été identifié comme l'un des lanceurs d'alerte, et que s'il continuait à faire fuiter des informations, et surtout s'il ne chargeait pas le premier lanceur d'alerte et le journaliste, en l'occurrence Édouard Perrin, notre journaliste, ça allait très mal se passer pour lui. Il a signé une convention secrète, et la chance a été que cette convention secrète a été dévoilée lors du procès, et donc ce lanceur d'alerte qui jusqu'alors chargeait plutôt notre journaliste l'a totalement déchargé en disant que à aucun moment Édouard ne l'avait obligé à sortir des documents, que c'était bien lui qui avait pris contact avec nous, que nous on s'était comporté comme tout journaliste d'investigation doit le faire avec une source et jamais en poussant la source à aller chercher plus de documents, en pilotant la source de l'extérieur, et qu'on avait donc bien respecté les règles de journalisme qui sont vraiment des règles de base vis-à-vis d'une source, et donc qu'en aucun cas on pouvait être accusé, Édouard en l'occurrence, de complicité par rapport au vol de documents. Donc je pense qu'Édouard va beaucoup mieux depuis cette audition qui a eu lieu vendredi dernier. Le procès, moi je dois l'avoir là au téléphone parce que le procès vient de prendre fin. Il saura quelle est la condamnation, en gros, d'après ce que j'ai compris, dans 3 semaines. Et on sera tous, mais quand je dis tous, c'est pas Cache Investigation, c'est tous les journalistes qui s'occupent d'investigation économique extrêmement attentifs à ce qui va se passer. Parce qu'on sent bien que face à une offensive des journalistes d'investigation qui s'appelle l'ICIJ, il y a aussi une offensive en face des multinationales qui est là, qui est très présente, qui veut tenter d'empêcher... Le secret des affaires ? Secret des affaires, ça fait partie effectivement de l'offensive qui est menée. Et donc il y a le procès du Luxembourg, dont on va connaître le résultat assez rapidement, qui va être un signal extrêmement fort. Et d'autre part, le secret des affaires, la directive européenne, qui est passée, certes, en ayant été modifiée, mais qui ne nous convient toujours pas, et pour laquelle, malheureusement, la plupart des députés européens français ont voté. Pourquoi ça vous convient pas ? Parce que... je vais vous prendre un cas concret. En gros, une entreprise qui a le sentiment qu'on porte atteinte au secret de ses affaires. Prenons Philip Morris, par exemple, sur laquelle nous avons enquêté à Cache Investigation. À partir du moment où moi, je vais aller voir le PDG de Philip Morris avec des documents confidentiels internes de Philip Morris, qui révèlent des stratégies de lobbying extrêmement fortes et à quel point ils ont pu influencer des décisions européennes sur les directives santé et sur les directives tabac.
Moi, si je vais voir le PDG de Philip Morris, c'est que je lui montre ces documents, ce que je fais régulièrement parce qu'une interview devient encore plus évidemment pugnace, offensive, intéressante si on a tous ces documents en main et qu'on met des mois à les accumuler. Si je montre au PDG de Philip Morris ces documents, à partir du moment où il sait que je les ai en main, il peut décider de faire ouvrir une information judiciaire et donc de tenter de nous poursuivre et même d'empêcher la diffusion de l'émission avant même qu'elle ne soit terminée. C'est une procédure bâillon, clairement ? Oui, complètement. Moi, c'est une censure c'est une censure qui ne dit pas son nom et c'est donner des armes aux grandes multinationales pour tenter de tuer dans l'œuf toutes les révélations d'investigation économique. Alors ça va être à chaque fois à la discrétion d'un juge. Donc bien sûr, il y aura des jurisprudences et ça va être extrêmement intéressant de voir ce qui va se passer justement dans les jurisprudences à venir en France et dans d'autres pays, parce que je pense qu'en France, la liberté d'informer est encore un droit souverain et qu'on va avoir des juges qui vont plutôt aller dans le sens des journalistes qui révèlent ces informations. Mais comme on va entre guillemets, travailler sur des enquêtes qui vont toucher des multinationales qui ont des antennes partout, il y a des pays où la liberté d'informer, sur l'évasion fiscale, par exemple, est beaucoup moins évidente. Donc, on pourra avoir des procédures judiciaires qui vont être ouvertes en France, mais aussi au Luxembourg et dans des pays où on voit les journalistes... Que fait le gouvernement français pour protéger ça ? Que fait Michel Sapin ? Que fait François Hollande pour l'instant ? Le gouvernement français, on a eu beaucoup de réunions avec Fleur Pellerin au moment où elle était ministre de la Culture. Là, depuis 2 jours, je sais qu'on va en avoir avec Audrey Azoulay aussi. C'est le collectif Informer n'est pas un délit qui mène cette bataille et qui la mène plutôt bien. Mais il y a un peu un double discours. C'est que d'un côté, François Hollande remercie très clairement le jour des Panama Papers les lanceurs d'alerte et les journalistes d'investigation. Et de l'autre, on attend toujours un soutien officiel du gouvernement français vis-à-vis d'Édouard Perrin qu'on n'a pas eu. Ils n'ont pas réagi 2 heures avant la fin de la dernière audition au niveau du procès. Ils n'ont pas essayé de faire quelque chose ? Écoutez, nous, on a envoyé une lettre ouverte à François Hollande. On attend toujours très clairement de la part de François Hollande une prise de position claire et que je sache. Regardez la caméra là et dites à la communauté des hackers d'aller un petit peu se pencher sur ce dossier-là. Alors je demande à la communauté des hackers de se pencher sur ce dossier-là et je leur dis très franchement que la liberté d'informer, elle est extrêmement importante dans ce genre de dossier économique. Si on ne bouge pas, si on ne se mobilise pas tous, les multinationales vont une fois de plus gagner parce qu'elles ont énormément de moyens, bien sûr, et donc des batteries d'avocats, et elles vont tenter d'influencer toutes les procédures judiciaires qui vont avoir lieu. Ça va être crucial ce qui va se passer dans les semaines ou dans les mois à venir. Donc c'est maintenant qu'il faut se mobiliser, c'est maintenant qu'il faut bouger, et c'est maintenant que le gouvernement français doit prendre position. Vis-à-vis des lanceurs d'alerte, je dirais que c'est quand même, il y a eu des efforts de fait dans la loi Sapin 2 notamment pour que les lanceurs d'alerte aient un vrai statut. C'est inimaginable, mais quand je dis inimaginable, de penser que Hervé Falciani, Stéphanie Gibault se retrouvent, Antoine Deltour se retrouvent en ayant pris des risques considérables pour au moins Stéphanie Gibault sans travail depuis 5 ans, au RSA, menacée d'être virée de son appartement parce qu'elle n'a plus les moyens de payer son loyer, et que le gouvernement français, à qui elle a permis, sûrement à terme, elle va permettre de récupérer 12 milliards d'euros, puisque c'est Michel Sapin lui-même qui dit qu'a priori, toute l'affaire UBS va permettre à la France de récupérer 12 milliards d'euros, ne bouge pas le petit doigt pour aider Stéphanie Gibault. Donc, ils ont peur de quoi ? Ils ont peur de motiver. Ils ont peur de motiver d'autres lanceurs d'alerte. Ils ont peur de quoi ? Ça n'était pas dans les textes, et je pense qu'il faut que les textes de loi évoluent plus vite par rapport à la société. La société change, la société bouge, et il faut que les lois évoluent plus vite. Ça, c'est la première chose. 2, vous imaginez très bien que face à des lanceurs d'alerte comme cela, les grandes sociétés bougent énormément et font un lobbying de folie vis-à-vis des différents gouvernements pour qu'il n'y ait aucun statut de protection des lanceurs d'alerte. Pour eux, c'est un danger extrême. Si quelqu'un de l'intérieur fait sortir des documents qui sont des documents cruciaux, qui montrent à un moment que ces entreprises se sont jouées des lois, ou ont fait de l'évasion ou de l'optimisation fiscale à outrance, c'est un danger absolu. Donc il y a eu un mouvement extrêmement fort et puissant de lobbying,
de ces multinationales qui ont tout fait pour que les lanceurs d'alerte ne soient pas reconnus. C'est mieux dans la loi Sapin 2, mais ça n'est pas encore suffisant. Et je tiens à dire franchement que pour nous, journalistes, c'est déterminant. C'est-à-dire que la protection des lanceurs d'alerte, c'est la protection des gens qui, à un moment, dans une entreprise, constatent des infractions graves, et plutôt que de se glisser dans le courant et dans la tiédeur de leur travail et de se dire surtout j'ai rien vu, j'ai rien entendu, je dirai rien, sortent du rang, prennent des risques immenses, nous parlent, nous confient ces documents et vraiment se retrouvent avec une vie brisée derrière. Donc nous, on se doit en tant que journaliste de protéger aussi ces gens. Ça, c'est la protection des sources, un maximum. Mais en revanche, quand ils sont mis au jour, quand ils sont découverts, de les aider le plus possible, parce que c'est grâce à eux, souvent, que les plus grands scandales arrivent jusqu'aux téléspectateurs, jusqu'aux auditeurs, jusqu'aux lecteurs, jusqu'aux gens qui regardent vos chaînes. Donc, c'est déterminant de protéger ces gens. Ils sont trop seuls. Vous avez pratiquement un quart de siècle dans la maison du journalisme. Oui. Vous venez de quitter le journal de 13h pour vous occuper, ou du moins reprendre à peu près la moitié de France Télévisions au niveau de l'investigation. Non ? Vous avez repris quoi là comme émission ? Envoyé spécial, complément d'enquête, et je garde cash, bien sûr. Voilà, donc ça fait à peu près la moitié de France Télévisions. Ça fait du boulot. Pourquoi vous n'êtes pas trop intéressé à l'époque à l'affaire Clearstream et Denis Robert ? Parce qu'à l'époque, j'avais pas une émission d'investigation en ordre de marche aussi forte que celle d'aujourd'hui. Parce que je pense que j'étais un peu jeune aussi, parce que j'en ai pas forcément compris tous les enjeux à ce moment-là. Parce que Denis était aussi un personnage pas toujours évident à cerner, en tout cas pour la jeune journaliste que j'étais, puis qui s'est pas forcément non plus tourné vers moi à l'époque. Et que je pense franchement que Denis Robert a été le précurseur dans ce journalisme-là. Et ces lanceurs d'alerte ont été les précurseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit les Panama Papers, quand on entend Stéphanie Gibault, quand on entend Antoine Deltour, on a l'impression de revivre, plus de 10 ans après, les mêmes événements et de comprendre à quel point cette ampleur, elle est... Enfin, je veux dire, ce genre de pratique a une ampleur mondiale, que c'est partout, que ces gens sont persuadés qu'ils sont extrêmement tranquilles et que de temps en temps, il y a un Denis Robert qui est un petit grain de sable qui vient mettre un peu de bazar dans leurs affaires, mais bon, pas trop, parce qu'on arrive à le déstabiliser. Denis a eu... 63 procès. Voilà, c'est pas je crois, c'est je sais. A été harcelé judiciairement parlant, découragé, je crois aussi, professionnellement parlant. Et que je crois que la meilleure réponse, d'ailleurs ça me fait plaisir d'entendre à nouveau Denis Robert parler aujourd'hui, c'est que la meilleure réponse qu'on fasse au cas Denis Robert d'il y a plus de 10 ans, c'est l'ICIJ. C'est-à-dire de dire à un moment, tout ça est trop lourd pour un journaliste tout seul, personne n'est assez costaud pour subir tout ça, et que la communauté des journalistes, si elle est assez maligne et intelligente pour se rassembler et faire groupe face à ça, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, on a beaucoup reproché à l'ICIJ d'être financé par Soros et d'être un ersatz de la politique étrangère américaine. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Écoutez, moi, j'en ai pas le sentiment pour avoir vu un peu la manière dont ça fonctionne. Après, je pense que si il y a une dérive ou s'il y a un pilotage de l'ICIJ, les journalistes d'investigation qui en font partie maintenant sont suffisamment indépendants les uns des autres, justement, pour aller voir, y compris dans le fonctionnement de l'ICIJ, s'il y a des choses qui ne vont pas. Pour l'instant, moi, j'ai le sentiment, mais même c'est plus qu'un sentiment, j'ai la certitude que l'ICIJ apporte beaucoup plus de choses positives que de questions importantes. C'est-à-dire que est-ce que oui ou non il faut se poser des questions sur pourquoi il y a peu de révélations sur les États-Unis dans les Panama Papers ? Oui. Bien sûr qu'il faut se poser la question. Est-ce qu'il faut pour autant remettre en question tout ce que les Panama Papers ont permis de découvrir partout dans le monde ? Non. C'est-à-dire que dans la balance, pour l'instant, moi, je regarde le côté positif de l'ICIJ, je pense à Denis Robert, je me dis qu'on fait beaucoup de chemin, que évidemment tout ça n'est pas statique et qu'il faut pas, on n'est pas trop le genre à s'auto-féliciter les uns les autres, à s'auto-congratuler, mais qu'en revanche on est en train de monter quelque chose, de fabriquer quelque chose qui en plus sera sous les yeux de tous les journalistes d'investigation du monde entier, donc ça va être compliqué d'en faire quelque chose de vicié, et que je pense en revanche qu'on va pouvoir apporter énormément de choses. Je crois qu'il y a des gens qui commencent à se dire waouh, ils sont beaucoup. Ils sont nombreux, ils sont organisés, ils travaillent,
longtemps, ils savent garder un secret, et quand l'information sort, ça fait boum. Donc je pense qu'il y a quelques personnes qui doivent se dire en ce moment, ou quelques groupes qui doivent se dire en ce moment, on est un peu moins tranquille. On veut engager des tueurs, c'est ça, non? Non, parce qu'il faudrait tuer beaucoup de monde, justement. Ouais. C'est ça par rapport à Denis Robert, Denis, il n'a pas été tué physiquement, mais il a été tué autrement. Non, il est toujours vivant, on l'a reçu il y a 4 ans, il y a 3 ans. Que professionnellement, il a été plus qu'ébranlé et même remis en cause dans la profession. Mais il a été remis en cause dans la profession par qui? Par beaucoup de gens, mais nous aussi, à Cash, on a été remis en cause dans la profession. Mediapart l'est aussi. Ceux qui font leur boulot, en fait. Oui, mais si vous voulez, moi, j'aime pas du tout être donneuse de leçons, donc chacun fait le métier comme il l'entend. On va dire qu'on n'a pas tous les mêmes manières d'exercer notre profession. Et que le fait qu'en France, un certain journalisme d'investigation refasse son apparition, et pour le coup qu'on soit assez soudés les uns avec les autres, en a dérangé plus d'un. Ça devient compliqué maintenant de nous contester, mais j'entends encore toutes les critiques faites notamment vis-à-vis de Fabrice Arfi de Mediapart sur l'affaire Cahuzac. C'est quand même énorme. Jean-Michel Apathy qui lui réclame ses sources en direct, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et Benoît Bringer qui a travaillé pour nous pour les Panama Papers s'est fait le plaisir quand il a été interviewé par Jean-Michel Apathy il y a pas si longtemps que ça, au moment de la sortie des Panama Papers, de lui apporter la preuve du compte caché de Cahuzac au Panama. Donc là, il l'avait sous les yeux, il était un peu embêté. Mais si vous voulez, il y a plusieurs manières d'exercer le journalisme. Moi, encore une fois, je suis pas donneuse de leçons, mais je pense simplement que c'est compliqué de critiquer des gens qui travaillent longtemps, sérieusement, en collectif. Alors, vous avez travaillé sur des millions et des millions de docs. Leur proche qui a été fait dans la communauté du hack et par l'intermédiaire de Julian Assange, c'est full disclosure. C'est-à-dire pourquoi nous, on peut pas diguer, c'est-à-dire creuser dans les Panama Papers. Je sais pas. Pour l'instant, il y a une vraie réflexion là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, il y a une mise à disposition de tout ce qu'on a. D'abord, il y a une première question qu'on doit se poser, c'est si la mise à disposition de tout ce qu'on a met en danger la source. Ça, c'est la première chose. Donc, si mais ne serait-ce qu'une seule seconde, la source est en danger parce que justement, en révélant tout ce qu'on a, tout à coup, on peut se dire mais d'où ça vient et on peut remonter à une personne, alors il ne faut pas le faire. S'il y a la mise en danger d'une source, c'est même pas en règle. Vous ne faites pas comme dans les services de renseignement, vous sacrifiez pas votre source, quoi, vous l'instrumentalisez pas. Non. D'accord. C'est pas possible, on peut pas faire ça. Vous avez un cœur et une éthique, c'est ça? Oui, et puis c'est un engagement collectif qu'on a pris tous vis-à-vis. Enfin, c'est un engagement professionnel, ça fait partie du b.a.-ba du journalisme d'investigation, mais en plus c'est un engagement collectif qu'on a pris quand on rentre dans la communauté de la ICIJ. On prend cet engagement. Donc déjà, révéler la totalité des documents qu'on a peut être une information pour remonter jusqu'à la source. Si c'est le cas, c'est no way. Après, le débat sur la mise à disposition de tous les documents, nous, on l'a eu sur plusieurs enquêtes. Et on est encore hésitant à Cash sur le fait de quand on a en main des documents qui ne sont qu'entre nos mains et de quelques-uns qui nous les ont fournis, en marge de la mise en danger des sources, où là, ça se discute même pas s'il y a mise en danger d'une source, on oublie. Mais après, on a un vrai doute sur ce côté. Bien sûr qu'on le met en main de la communauté des hackers, mais pas seulement. On va le mettre. Tout le monde va avoir accès à ça. Les multinationales aussi. Elles vont peut-être savoir et comprendre comment on travaille. Elles vont peut-être décrypter des modes de fonctionnement qui nous sont propres, et on n'en a pas très envie. Donc, on est en débat. Je dis pas que notre décision, pour l'instant, elle est définitive et que on donnera pas à un moment sur des dossiers précis ou même plus globalement des dossiers à la communauté des hackers ou à d'autres, au grand public. Mais on est encore en débat là-dessus. Et c'est pas quelque chose qu'on tranche en 3 secondes juste parce qu'on en a envie. C'est pas ça. Je pense qu'il faut qu'on prenne une décision réfléchie. Parce qu'elle elle sera importante, et qu'on sache exactement, en ayant pesé le pour et le contre, pourquoi on fait ça. Mais sur la démocratisation de l'information, y compris des informations sensibles, moi je sais que, en tout cas, nous, le fait qu'on réussisse à décrocher une émission de prime time
dans une chaîne qui s'appelle France 2, qui est la premium de France Télévisions, et où on met ce genre d'émission en prime, est déjà un premier pas important parce que on a réussi à prouver qu'entre nous et les téléspectateurs, il y avait un vrai lien, c'est-à-dire une volonté de savoir. Et qu'elle est beaucoup plus importante, si vous voulez, quand l'émission sur les Panama Papers fait 17% de part de marché, c'est-à-dire 3,5 millions de personnes, et qu'en face, sur TF1, il y a une émission consacrée aux visiteurs, et qu'on les plie, bien sûr que c'est une satisfaction personnelle, mais pas que. C'est quand même, ça dit quelque chose de la société d'aujourd'hui et de la volonté de savoir. Un appétit. Et de savoir ce qu'on cache. C'est-à-dire de savoir ce qu'on dissimule et de bien voir que maintenant tout le monde a compris qu'il y avait de très belles opérations de communication qui étaient destinées au grand public, mais que le grand public, il est plus prêt à juste prendre les opérations de communication et à faire semblant de croire qu'il n'y a rien derrière. Pourquoi, à votre avis ? Parce que le grand public, il est grand et qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Il y a de multiples manières de s'informer et ça a été une vraie chance dans notre profession. Le média unique, c'est pas que c'est fini, mais c'est mort et enterré, et tant mieux. Donc il y a beaucoup de gens qui cherchent partout, qui ont des profils différents, qui n'ont pas forcément une carte de presse, mais c'est pas parce qu'ils ont une carte de presse qu'ils cherchent pas bien. Il y a beaucoup de gens qui nous informent différemment. Après, il faut faire le tri vraiment entre le bon grain et l'ivraie. On est bien d'accord, il y a du boulot, parce que sur Internet, il y a de tout et de rien. Sur les sites, il y a de tout et de rien. Mais cette multiplication, on va dire, des curieux potentiels ou des journalistes potentiels, moi, je trouve, a donné d'abord un coup de booster à la profession, nous fait qu'on a des relais d'information dans beaucoup d'endroits, alors qu'on les avait pas, ou difficilement, et en tout cas pas aussi rapidement. Et puis, je trouve que c'est assez formidable, parce que ça veut dire que les téléspectateurs sont des citoyens, ils ont envie de savoir, ils ont envie d'agir, parfois, et que parfois, on se dit que derrière la télé, il y a les lanceurs d'alerte potentiels de demain. Et donc, qui sont dans une société, aujourd'hui, une multinationale, et qui, en regardant des émissions comme la nôtre, se disent est-ce que je continue à rester silencieux ou pas ? Est-ce que vous craignez pour votre sécurité ? Non. Non, c'est pas... non. Très franchement, non. D'abord parce que je suis pas journaliste pigiste. Je suis Élise Lucet, mais je suis Élise Lucet de France Télévisions. Donc s'attaquer à moi, c'est quand même s'attaquer à un groupe puissant. Non, c'est une cible de choix. Oui, c'est peut-être une cible de choix, mais je pense être protégée aussi par France Télévisions et par le groupe. Et je pense que si quelqu'un voulait s'attaquer à moi, entre guillemets pour faire un exemple, d'abord ça susciterait exactement la réaction inverse. C'est-à-dire que il y aurait... je ne sais pas combien de confrères à reprendre toutes les enquêtes que je ou nous n'aurions pas pu finir. Donc je pense que ce serait complètement vain. On n'arrête pas un mouvement comme celui-ci. Et c'est pas en s'attaquant à une personne comme moi qu'on arrête ça. Encore une fois, peut-être à l'époque de Denis Robert, en étouffant Denis sous les procès, on pouvait penser arrêter une forme de journalisme d'investigation, mais aujourd'hui, quelqu'un qui ferait ça, c'est quelqu'un qui voit pas le monde, c'est quelqu'un qui comprend pas le monde d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit encore au 20e alors qu'on est au 21e et que le 21e va très vite. Il y en a beaucoup des gens comme ça, non ? Pardon ? Il y en a beaucoup des gens comme ça. Oui, c'est possible. Même des très haut placés, non ? Non, mais c'est possible, mais ce serait une erreur, ça ne servirait à rien, donc je les décourage d'avance. Ça ne servirait strictement, ce serait contre-productif. Le risque terroriste en étant journaliste, femme, reprenant des investigations, du moins des magazines d'investigation qui peuvent potentiellement traiter ce genre de problème. Moi, je peux vous dire que je vais plus dans certains pays où j'allais. Lesquels ? Parce qu'il faut... Je suis pas parano, mais il faut être un tant soit peu prudent sur ce qu'on représente. Et j'ai beau vouloir m'en détacher et dire... et je pense me comporter comme une personne normale, il y a un moment où, comme vous le dites fort bien, on devient une cible malgré soi. Donc j'en suis une malgré moi. Donc il y a des pays où je ne vais plus. Lesquels ? Parce que... Les pays ? Lesquels ? J'allais beaucoup en Mauritanie à un moment parce que j'y ai des attaches fortes et que, avec le désert notamment et avec les gens du désert, et où j'y ai fondé une association pour sauver des manuscrits anciens, et donc j'y suis allée, je sais pas, une vingtaine de fois. Évidemment, je n'y vais plus, surtout dans les oasis du désert. Là, pour le coup, c'est même pas la peine. Mais je vais plus au Maroc, je vais plus en Égypte, je vais plus dans tous ces pays. Je pense qu'à un moment, il faut avoir l'intelligence de comprendre que le monde change, y compris pour soi, et qu'on représente une cible malgré soi. Vous iriez en Arabie Saoudite ? Non, je pense pas.
Notre communauté nous a demandé de vous poser une question concernant un très vieux documentaire, une très vieille émission concernant la pédophilie. Oui, c'est loin. Oui. Bon, vous n'avez pas beaucoup changé. Hein. C'est gentil, mais si. Si. Pourquoi le sujet n'est plus abordé comme vous l'avez fait à l'époque maintenant dans les médias? Moi, je pense qu'il le sera à nouveau. Moi, je pense que... Je pense que l'affaire Barbarin, en soi, est en train de réveiller des vieux démons, et je pense que c'est nécessaire. Je pense que, ça y est, j'ai un trou de mémoire, le film qui a reçu l'Oscar aux États-Unis sur Spotlight. Je pense que Spotlight est vraiment l'exemple de ce que peut être le journalisme d'investigation. Moi, c'est un film que j'ai adoré, et c'est l'exemple de ce que peut être le journalisme d'investigation. Alors, c'est du data à la papa, hein, parce que quand on voit Spotlight, ils recherchent dans des vieux registres, des archives, etc. Mais je pense qu'il y a du travail à faire dans ce domaine, et je pense franchement qu'il faut que le journalisme d'investigation se repenche sur ce genre de sujet, qu'il y a des choses à faire, et que quand on voit ce qui se passe dans le diocèse de Lyon, ce qui s'y est passé et ce qui s'y passe aujourd'hui, on se dit qu'il y a vraiment matière à une enquête extrêmement fouillée. Je pense qu'il ne faut pas viser d'ailleurs seulement le clergé. C'est clair. Il faut pas être monomaniaque. Il n'y a pas que le clergé. Hein. Non. Il n'y a pas que le clergé, et puis il y a eu un problème... Moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est le problème des institutions, quelles qu'elles soient religieuses ou politiques. Et c'est comment, à un moment, oui ou non, et c'est à cette question qu'il faut répondre, des institutions ont pu couvrir... Organiser, point d'interrogation, mais en tout cas couvrir, et on va dire, dans les grandes mesures, ou pas, des actes qui sont totalement répréhensibles et juste insupportables et inacceptables. Et si c'est le cas... je veux dire que si on se lance là-dessus, si on travaille dessus, je pense qu'on trouvera des choses. On nous a fait remonter aussi d'autres questions concernant les 28 pages à 750 milliards. Ça vous parle ? 28 pages concernant le rapport du 11 septembre qui doivent ou qui devraient être disclosure sortis. Et vous pouvez pas... Non, je me trompe. Vous voulez pas parler de la mort de Ben Laden et de ce qu'a sorti les services secrets américains là-dessus? Non, pas encore. On y arrive. Donc 28 pages d'un rapport incriminant l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a menacé de liquider 750 milliards d'actifs aux États-Unis si Barack Obama permettait la divulgation des 28 pages. Ah bah pardonnez-moi, j'étais pas au courant. J'aurais dû. Claire. C'est une faute professionnelle, mademoiselle. C'est tout à fait. Je la reconnais. Donc, je vous l'explique en simple. Voilà. Pourquoi le 11 septembre? Alors, nous, on a travaillé autour du 11 septembre concernant la finance et l'aspect économétrique du 11 septembre autour des délits d'initiés et des put options qui avaient été mis sur American Airlines, United Airlines. On a beaucoup creusé. Il y a un professeur en Suisse qui s'appelle Marc Chenet de l'université de Zurich, qui s'est un petit peu penché sur le sujet et qui a été discrédité d'un coup comme un journaliste qui mettait les doigts où il fallait pas. Pourquoi le 11 septembre est un sujet tabou chez les journalistes? Ah, ça allait pas. Alors, écoutez, nous, très franchement, moi, je me souviens... Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les délits d'initiés autour du 11 septembre? Non, mais parce que franchement, on n'a pas retravaillé dessus, mais pour moi, c'est pas du tout tabou. Alors, pas du tout. Cool. Et pour vous dire que c'est pas tabou, c'est que moi, je me souviens très très bien, vous allez me dire que c'est ancien, et c'est pas en sortant de vieilles émissions qu'on se justifie, mais ça montre que, pour moi, il y a zéro tabou sur le 11 septembre. Mais zéro. Alors, franchement, zéro. Quand il y a eu le 11 septembre, on a extrêmement rapidement, nous, travaillé, en ayant d'ailleurs des documents hyper intéressants. Enfin, moi, j'avoue que j'ai appris énormément de choses à ce moment-là, et on se débride les yeux, là. C'est-à-dire que d'un côté, on voyait le 11 septembre qui venait de se produire, et de l'autre, on était capable de comprendre comment les États-Unis, la France, pour lutter contre les Russes, qui avait pris l'Afghanistan, avait fourni des armes et avait formé des gens qui ensuite, ces mêmes armes se sont retournées contre les Américains, et les mêmes gens qui ont été formés se sont retrouvés avec Ben Laden pour faire les attentats du 11 septembre. Et c'était un décryptage du 11 septembre qu'on a fait très peu de temps après. Nous, on avait fait ça dans Pièce à conviction. Je crois que c'était 2 mois après. Alors,
Et pour le coup, si vous voulez, là sur les implications financières, à mon avis, il y a effectivement à creuser. C'est pas du tout un sujet tabou. C'est très intéressant. Et non, et là le 11 septembre pour moi n'est absolument pas un sujet tabou. Alors ça fait plaisir à entendre parce que nous on s'est amusé à regarder comment les journalistes français avaient traité les 28 pages à 750 milliards. Et je vous conseille d'aller voir simplement faire une capture d'écran de ce qui est sorti concernant ces 28 pages dans la presse française. Vous serez atterré. C'est-à-dire ? Il y a 3, 4, peut-être 5 articles qui se battent en duel, quoi. Oui, après... Et puis même, allez, je vais dire 7, il y a Mediapart qui s'est penché dessus. Mais après... J'espère qu'on se parle franchement. Oui, non, mais on va se parler franchement, où je vais pas être très sympathique pour ma profession et je me mets dedans. On change d'obsession. C'est-à-dire que l'obsession française, c'est Daesh. Et c'est pas que l'obsession française, mais vu les attentats qui viennent de se produire en France... Il y a cette obsession sur Daesh et vous allez pouvoir voir énormément de papiers, d'émissions sur Daesh, des angles très différents. Et parfois, on a la mémoire courte, c'est-à-dire que le temps journalistique n'est pas forcément le temps d'une vraie bonne enquête qui peut durer parfois 25 ans. Donc le temps journalistique est très court. Nous, on se bat pour que le temps journalistique se rallonge. Chaque enquête de cache, c'est 1 an. En France, ça n'existait pas. Une enquête d'1 an à la télé, ça n'existait pas, ou très peu. Donc, on se bat pour rallonger ce temps-là. Mais c'est vrai qu'il faut être honnête et se dire, se regarder bien droit en face dans le miroir et se dire que oui, on a tous à un moment un tropisme sur un sujet. Et en ce moment, le tropisme, c'est le groupe État islamique. Et quitte à en oublier d'autres choses qui sont tout aussi importantes. Donc, moi, je dirais plutôt ça. Je suis pas sûre qu'il y ait la volonté de absolument ne pas en parler. C'est juste qu'à un moment, tout le monde journalistique français est obsédé par ça et tente d'avoir des informations là-dessus et pense que le 11 septembre, c'est loin, c'était il y a longtemps. C'était hier, pourtant. Sans le 11 septembre, il n'y aurait peut-être pas eu l'émergence d'autant de terrorisme dans le monde. On est d'accord, mais dans le temps journalistique, c'est loin, c'est 15 ans, c'est loin. Et c'est un tort. C'est-à-dire que moi, je suis pour qu'on revienne sur le 11 septembre, je suis pour qu'on revienne sur l'affaire Boulin, je suis pour qu'on revienne sur la pédophilie en y retravaillant, en regardant ce qui s'est passé dans les années 60 à 90. Je suis pour tout ça. Simplement, c'est beaucoup de travail à chaque fois. Et ce que j'espère, moi, c'est susciter beaucoup de vocations. Et s'aimer ? Oui, parce qu'il faut qu'on soit beaucoup. Il faut qu'on soit beaucoup. Il y a une nécessité vraiment forte de retrouver une communauté de journalistes d'investigation forte en France. À un moment, elle a failli disparaître. Quel moment ? Moi, je dirais 70-80, il y avait quasiment plus rien. Quand on a créé Pièces à conviction, je crois on était 2 magazines d'investigation à se battre en duel. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Et puis maintenant, il y a plein de manières d'investiguer différentes. C'est-à-dire que vous en faites partie, j'en fais partie. Il y a une communauté d'investigateurs beaucoup plus large, beaucoup plus importante. Et le data-journalisme 2.0, c'est ça ? Bien sûr, ouais. on peut se nourrir les uns les autres, on peut s'aider les uns les autres sans guitare à la main et sans chanter autour d'un feu de bois, mais pour de vrai. Et donc, mais j'espère susciter des vocations, pas que moi, mais quand les gens regardent Cache, ils voient aussi mes enquêteurs qui sont à l'image et qu'on voit beaucoup, et leur implication sur le terrain. Il faut comprendre que ils passent à chaque fois 1 an de leur vie dans une enquête. Et quand je dis dans une enquête, c'est dans une enquête. Ils sont obsédés par leur enquête pendant 1 an. Ils travaillent comme des dingues. Et ça, j'espère que ça suscite des vocations. Ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est ce que on me renvoie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes journalistes qui m'appellent en me disant « Moi, madame, quand je serai grand, c'est ce journalisme-là que je veux faire. » Donc ça, c'est assez formidable. Et que quand je suis dans la rue, les gens qui m'arrêtent, et il y en a beaucoup, m'arrêtent en me disant « Continuez surtout. Et si vous arrive la moindre chose, on vous soutient, on est là. Surtout, ne lâchez rien. » Et ça veut dire globalement, on répond à une demande forte du public et que donc, si à l'avenir, quelqu'un voulait museler cette presse-là d'investigation, ça va être compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué qu'auparavant. Alors, on entend bien le fait que les gens vous adulent, parce que c'est normal. Pas adulé, hein. Au contraire, ils me renvoient pas du tout... C'est pas du fan, c'est un respect par rapport à votre travail. Ouais, et puis ils sont un peu genre, continuez, on vous soutient, ils me donnent de l'énergie, ils me donnent des forces, mais pas que pour moi, pour toute mon équipe, et c'est genre, vous faites partie des gens nécessaires, ou votre équipe fait partie des choses nécessaires dans une démocratie d'aujourd'hui. Pas que moi, Mediapart,
Mediapart, d'autres émissions d'investigation. Mais des gens qui se battent aujourd'hui pour que la vérité émerge face à un système de communication qui a pris un pouvoir fou. Là, les gens le disent clairement, ils réclament ça. Ils sont pas dupes de ce système de communication politique, économique, marketing qui s'est mis en place. Ils ont le sentiment d'en être souvent les dindons de la farce et ils en ont marre. Vous comprenez cette défiance alors ? Oui. Parce que, oui. Je veux dire, on peut tout vendre comme un produit, mais à un moment, il faut arrêter de prendre les gens qui sont en face pour des imbéciles. La politique n'est pas un produit. Moi, je suis désolée. Après qu'une multinationale ait des produits à vendre, bien sûr, ok, ça je l'entends, je le comprends. C'est son job qu'il fasse de l'argent, bien sûr, ça je l'entends, je le comprends. Je suis pas dans un truc ultra gauche en disant les entreprises ne doivent pas faire de bénéfices. C'est pas ça. C'est juste qu'il y a des lois, des règles, et que c'est pas parce que c'est une multinationale qu'elles doivent pas respecter des lois et des règles. Nous, on nous dit souvent, oui, vous êtes anticapitaliste, vous détestez les entreprises. Non, on déteste pas les entreprises. La vie est pas noire, blanche. On déteste pas les entreprises, on déteste pas les multinationales. C'est juste qu'à un moment, on dit que leur statut de multinationale ne fait pas qu'elles peuvent s'affranchir des lois. C'est tout. Qu'est-ce que vous détestez ? Moi, j'ai pas de j'aime pas. Hein, je like pas les choses. J'aime la vérité. Voilà, c'est tout. J'aime la vérité et je vais la chercher parfois là où ça dérange. Mais il n'y a pas de j'aime pas les chefs d'entreprise ou j'aime pas les gens de ci ou les gens de là. C'est à un moment, on a des documents précis sur une entreprise, la manière dont elle s'est affranchie des lois. On travaille sur ces documents, on le fait sérieusement, on va au bout des choses. Et si à un moment, un attaché de presse, un chargé de communication de crise ou pas nous dit non, vous ne pourrez pas interviewer monsieur machin, eh ben on va tout faire pour l'interviewer quand même. Il y a un think tank de journalistes qui s'est créé récemment. On a interviewé sa présidente récemment, Natacha Polony. Oui. Ça s'appelle le Comité Orwell. Oui. Ils luttent contre ce qu'ils décrivent comme la police de la pensée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas ce qu'elle voit, elle, Natacha, dans la police de la pensée, c'est-à-dire la pensée unique, le fait qu'à un moment si elle est dans le journalisme d'opinion, moi j'y suis pas. Mais dans le journalisme d'opinion, que toutes les opinions aient le droit de s'exprimer, oui, enfin, moi je suis pas du tout dans le journalisme d'opinion. Je suis vraiment dans du pur journalisme on cherche la vérité, on vérifie, on trace, on creuse des sillons, on voit, on cherche des preuves, on veut des preuves, et si on n'a pas de preuves, on n'avance pas. Donc on fait peut-être... Voilà, le journalisme d'opinion, c'est vraiment un métier particulier, j'en fais pas partie, j'ai aucune envie d'en faire partie, je les méprise pas du tout. On en a besoin. Et c'est très bien d'ailleurs qu'il y ait des gens comme ça, mais c'est très bien aussi qu'on dise halte à la pensée unique. J'ai un peu l'impression d'avoir entendu cette chanson-là déjà il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans, et on l'entend régulièrement, mais je pense que c'est bien à des moments que des journalistes, par exemple des journalistes qui suivent la politique, puissent dire ça, parce que c'est vrai que on commence à sentir que même dans le traitement de la politique, il y a des changements. Il y a enfin des changements. À quel niveau ? C'est tout simple, mais nous on l'a fait, mais je comprends pas que c'est de plus en plus fait maintenant dans les JT ou ailleurs. Mais est-ce que vous trouvez normal qu'on emmène des journalistes dans des voyages officiels en charter et que jamais les journalistes n'aient filmé les conditions dans lesquelles ces voyages officiels se déroulent ? Et quand Natacha ça se fait maintenant, hein, je donne pas de leçons, parce que maintenant on commence à voir. Quand Natacha Polony pose la question à Christine Ockrent sur les réseaux de pouvoir des Bilderberg et des réunions secrètes où la presse n'est pas conviée, mais des journalistes sont au contact avec une proximité vraiment très très proche. Du cercle ou de choses comme ça ? Non, le cercle, c'est rien du tout. Le cercle, c'est... Non, si vous voulez parler de quelque chose, on va commencer à parler un petit peu trilatéral, des choses comme ça. Parce que le cercle, c'est quoi ? Moi, j'ai une position. C'est un Rotary Club pour retraités de luxe, c'est ça ? Je sais pas, j'y suis pas. Non, c'est très intéressant. Alors, je suis ni retraité, ni de luxe, ni dans le cercle. C'est tout raté. Non, mais j'approuve et j'applaudis les gens qui se mettent au pied du cercle pour voir à peu près quel trogne se balade là-bas. Par contre, il y a des plus gros dossiers, si vous voulez les chercher, les gars. Envoyez-nous des mails, on va vous dire où chercher. Hein. On va regarder. Donc, j'en étais à... Les cercles du pouvoir, c'est passé. Est-ce que vous avez des questions à nous poser, vous ? Non, mais ce que je voulais vous dire, moi, par rapport au cercle du pouvoir, c'est que j'ai toujours eu une position assez radicale. C'est-à-dire que je fais partie... Elle est contestable, cette position, mais c'est la mienne.
Moi, je fais partie des journalistes qui pensent que on ne peut pas petit déjeuner, dîner avec des hommes politiques si ensuite on veut faire des investigations dignes de ce nom. Donc, je suis très lointaine de ce cercle-là. Ils le savent très bien, je ne les vois que pour les interviewer, en général sur des dossiers assez précis. Donc ma position à moi, elle est claire. Il y a beaucoup de mes confrères qui m'ont reproché, qui me reprochent et qui me disent... plein, qui disent, mais si on veut avoir des infos, il faut aller boire des cafés avec eux, déjeuner, dîner... Coucher. Ça peut aussi arriver, mais non, ils vont pas jusqu'à me dire ce genre de choses, parce que moi, j'en suis tellement loin qu'il y a du chemin à faire, franchement. Mais bon, voilà, ils me disent, on n'a pas d'infos si on n'a pas une certaine proximité avec eux. Mais moi, je pense que les infos, quand on les cherche, on les trouve, et que les infos qu'ils nous donnent sont les informations qu'ils veulent bien nous donner. Vous connaissez le proverbe africain ? Allez-y. Quand tu te couches avec le diable, le lendemain matin, quand tu te réveilles, tu sens encore le diable. Alors, oui, voilà, c'est ça. Mais même sans coucher, je pense qu'à un moment, il faut se poser la question de savoir pourquoi un homme politique vous donne une information. Parce qu'ils disent, oui, mais c'est des contacts. On nous donne des informations. Mais une information n'est jamais donnée gratuitement. Est-ce que vous avez des questions à nous poser ? Oui, j'ai plein de questions à vous poser parce que je pense que vous avez des capteurs qu'on n'a pas. Vous entendez, vous sentez des choses qu'on ne sent pas et que je pense qu'à un moment, c'est bien qu'on se parle. C'est-à-dire que chacun est dans son rôle. Je crois qu'il faut... pas jouer, on est copains, on est potes, chacun est dans son rôle. Mais que c'est très important parce que nous, on a beau être sur le boulot à fond, avoir des gens qui nous parlent de plus en plus. On a besoin de gens qui sentent aussi des choses dans la société et puis qui sortent des choses aussi, qui voient, qui sentent, qui sortent des infos qui peuvent nous échapper. Parce qu'à un moment, on n'a pas 12 cerveaux, malheureusement, ce serait bien, ce serait pratique, mais on les a pas. Et qu'on a besoin on a besoin de se parler. Je suis pas là par hasard. Le message est passé, en tous les cas. On a l'habitude de demander à nos invités des conseils pour les jeunes générations. Si vous aviez à laisser une bouteille à la mer pour les jeunes générations, vous laisseriez quoi d'une façon immortelle sur les réseaux ? Immortelle, personne ne l'est. Mais là, pour l'instant, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que je leur dirais ? Je leur dirais que la vie d'aujourd'hui, elle est vachement difficile parce que j'ai le sentiment que déjà, moi, quand j'ai eu 20 ans, on nous disait c'est la période du chômage, c'est la crise, vous allez avoir du mal à trouver du boulot. J'ai vraiment pas que le sentiment, j'ai la certitude que c'est beaucoup plus dur aujourd'hui encore. Et donc on a tendance dans ces moments-là à limiter ses ambitions et à se dire je vais juste essayer d'avoir ça parce que ça déjà avoir ça dans la société c'est pas facile, c'est compliqué. Juste faire ma place. Et moi je leur dirais non, ayez de l'ambition. Sortez de votre zone de confort, allez-y, prenez des risques. Il y a ou l'eau tiède, ou l'eau froide, ou l'eau chaude. Soyez pas tiède, quoi. Soyez froid ou chaud. Distinguez-vous, ne vous fondez pas dans la masse. Je sais que la tentation est grande parce que les risques sont grands aujourd'hui dans la société. Mais on ne voit que les gens qui se distinguent et assumez-vous, prenez des risques, sortez de votre zone de confort. De toute façon, vous le ferez pas forcément après, enfin on peut toujours le faire après, mais ne vous laissez surtout pas couper vos ailes, restreindre vos ambitions, vos envies, vos rêves, faites-le. Sortez, allez-y, et puis si vous ratez, c'est pas grave, parce que on se souvient pas forcément de ses échecs, on se souvient de ce qu'on a réussi, puis que vous allez réussir après. Donc faut surtout pas se laisser impressionner par cette société qui en ce moment est en train de réduire les champs. Lise Lucet, merci. Merci. We're gonna do a song. Je trempe la plume dans mon sang. That you never heard before. Je trempe la plume dans mon sang, laisse de la chair sur ma feuille. Tu manges, tu payes, tu goûtes à l'œil. On se noie pas en tombant dans l'eau, mais en y restant le choix. Enterrer les morts ou soigner les vivants. Satan dirige le théâtre, Dieu écrit ma pièce. La gentillesse est un mauvais maître, mais pas la sagesse. Je canalise ton stress, profite de ton silence.
Parce que le rap c'est comme une science. De lycée à Polonie, Sarkozy à Balkany. Ne parle pas d'économie sans parler des colonies. Écoute leur paranoïa, ma schizophrénie. Au lieu de vendre ton cul, tu ferais mieux de vendre ton cuit. Tout ce qui te divise nous réunit. Si tu me parlais de cette maladie, t'irais pas voir ton psy. Vu qu'on partage le même pays, à la vie, à l'amour, à la mort, de la vie